Nouveau webinaire de la NSFA intitulé Génétique des dyslipidémies et interprétation des tests génétiques, dans lequel nous allons entendre Marianne Abifadel, qui est professeure et doyen de la faculté de pharmacie à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, ensuite qui nous parlera des hypercholestérolémies. Ensuite, le professeur Noël Peretti à Lyon qui nous parlera des hypocholestérolémies. Sybille Charrière, MCUPH à Lyon qui nous parlera des hypertriglycéridémies. Et Jean-Pierre Rabès, MCUPH à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne et l'université Paris-Saclay, Saint-Quentin en Yvelines, Paris-Ouest, en fait, Île-de-France-Ouest, qui conclura sur l'interprétation de ces différents tests génétique. Donc, ils vont parler chacun tous les 4 à la suite et puis on concentrera toutes les discussions à la fin autour de la discussion générale. Donc, je vais donner la parole maintenant à Marianne Abifadel qui va pouvoir partager son diaporama. D'accord, merci Mathilde. J'attends juste d'avoir la main pour partager le diaporama. Normalement, tu l'avais tout à l'heure. Ça a été désactivé? Oui. Non, c'est bon. Ah. Ça va pour vous? Vous voyez? C'est parfait. Merci, Marianne. Merci. Bon, merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc, je vais vous parler de la génétique des hypercholestérolémies familiales. Voilà. Donc, voilà, comme vous le voyez, alors juste un petit instant, j'ai un petit problème technique. Voilà. L'hypercholestérolémie touche un sujet sur 20 dans la population générale. Elle est multifactorielle dans la plupart des cas, mais il existe des formes monogéniques dont on va parler aujourd'hui. La plupart sont à transmission autosomique dominante et il y a quelques cas de transmission autosomique récessive. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'une augmentation des concentrations de LDL-cholestérol entraînant des dépôts extravasculaires avec des xanthomes tendineux et cutanés, arcornéens, exanthelasma dans certains cas. Et le plus grave, ce sont les dépôts vasculaires pouvant aggraver et se compliquer par des maladies cardiovasculaires à un âge assez précoce. L'hypercholestérolémie, la fréquence de l'hypercholestérolémie historiquement était, au temps de Braun et Goldstein, était considérée de 1 sur 500 dans la population générale. Actuellement, ces fréquences sont revues à la hausse avec, selon des études dans différents pays, ça varie entre 1 200, 1 300 ou même 1 500 comme ici en Slovénie. Et ça, c'est une image de l'EAS, de la Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, qui a plusieurs publications et études dans ce sens depuis quelques années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'hypercholestérolémie familiale est sous-diagnostiquée et évidemment, ou bien diagnostiquée à un âge plutôt tardif. Donc, les critères qui sont utilisés et communément utilisés à travers le monde, où il y a le critère de Grande-Bretagne, le Simon Broom Register, des critères à ce niveau-là, les critères plutôt américains du MedPed, c'est-à-dire Make Early Diagnosis and Prevent Early Death Programme, et donc il représente 16 à 7% selon l'étude de l'EAS, et ce qui est le plus utilisé, ce sont les critères hollandais, ceux de la Dutch Lipid Clinic du network à ce niveau-là. Donc, pour ces critères, ce sont des critères, comme vous le savez, qui sont basés sur des scores impliquant les antécédents familiaux, les antécédents personnels, les signes cliniques, les résultats biologiques, ainsi que les résultats des analyses génétiques avec des scores au-delà de 8 pour une hypercholestérolémie familiale certaine, entre 6 et 7 pour une probabilité d'hypercholestérolémie familiale et entre 3 et 5 pour une hypercholestérolémie familiale possible. Et généralement, au-delà de 5, les tests diagnostiques, les tests génétiques sont prescrits.
Alors, pour les formes homozygotes, évidemment, ce sont des formes qui sont beaucoup plus sévères, qui vont commencer beaucoup plus tôt, dès l'enfance, avec des taux de LDL cholestérol qui sont extrêmement élevés, avec une symptomatologie, avec des symptômes tendineux et cutanés, et aussi avec des complications cardiovasculaires qui vont commencer généralement dès l'adolescence si ces sujets ne sont pas traités, notamment par LDL aphérèse ou autres actuellement. Alors, quels sont les gènes qui sont impliqués dans les formes monogéniques? Il y a avant tout le récepteur des LDL, ou le gène codant le récepteur des LDL, qui a été identifié par Braun et Goldstein. Et comme vous le savez, il va permettre la fixation de l'ApoB et l'internalisation des LDL par endocytose. L'ApoB qui est le ligand des récepteurs des LDL et qui peut être aussi muté, qui a été découvert dans l'hypercholestérolémie familiale, enfin les premières mutations par Inherithy en 86. Alors, on a pour les formes autosomiques récessives une protéine adaptatrice qui s'appelle LDLR adapter protéine 1 et qui a été identifiée en 2001 et qui a un rôle dans la fixation du récepteur des LDL au puits à clatrine, et puis PCSK9 qu'on a identifié en 2003 et qui va interagir au niveau des récepteurs des LDL. On en reparlera dans quelques minutes. Alors, pour faire simple, dans le LDLR, dans l'hypercholestérolémie familiale ou communément la familial hypercholesterolemia, il y a plus de 1500 variations pathogènes qui sont actuellement classifiées selon l'ACMG et Jean-Pierre tout à l'heure développera et détaillera cela ainsi que les interprétations. On a des mutations ou des variations pathogènes qui vont impacter la synthèse du récepteur des LDL, le transport, la liaison au LDL, l'ancrage au niveau des puits à clatrine et aussi le recyclage des récepteurs à la surface membranaire. Et comme vous le savez, il y a les allèles qui sont défectueux ou defective allyles et les null allyles avec, dépendamment de la quantité résiduelle de récepteurs des LDL à la surface cellulaire, avec aussi un impact au niveau de certains traitements, dont PCSK9, notamment chez les homozygotes. Alors, le second gène, c'est l'ApoB. Alors, la plupart des mutations de l'ApoB, comme vous le verrez tout à l'heure, sont des mutations qui sont hypocholestérolémiantes. Cependant, il y a des mutations hypercholestérolémiantes qui causent la familial defective ApoB ou la déficience familiale en ApoB, notamment la mutation ou la variation pathogène en position 3500 qui est assez répandue en Europe. La plupart de ces mutations sont au niveau de l'exon 26 et de l'exon 29 de l'ApoB, l'exon 26 qui contient aussi le site B, qui est le site d'interaction entre l'ApoB et le récepteur des LDL et de reconnaissance. Avec les méthodes actuelles, le NGS par exemple, ou le panel de gènes, etc., l'exome sequencing, on a actuellement de plus en plus de mutations qui sont de variations pathogènes qui ne sont pas exclusivement dans cette partie communément impliquée dans les formes hypercholestérolémiantes, mais aussi, par exemple, comme cette variation en position 50 qu'on a identifiée en 2018, qui est en position N-terminale et qui aussi entraîne une hypercholestérolémie familiale. En ce qui concerne PCSK9, donc l'histoire avait commencé il y a quelques années par l'identification ou bien le recrutement par le réseau de recherche sur les hypercholestérolémies familiales initié par Catherine Boileau de familles hypercholestérolémiques à travers la France, et les mutations du récepteur des LDL avaient été retrouvées dans 67% des cas. Dans 14% des cas, il y avait une mutation de l'ApoB et dans 19% des cas, c'était des familles non LDL, non ApoB. Donc, ce sont ces familles-là, quelques-unes de ces familles qui ont permis l'identification de PCSK9. Et c'est un travail que Mathilde avait commencé et puis que moi j'ai poursuivi au cours de ma thèse, une thèse pour laquelle j'avais obtenu d'ailleurs une bourse de l'ARCOL et de la NSFA au tout début.
Donc, c'est après une longue histoire dans laquelle que je n'aborderai pas ici, mais que vous connaissez. Donc, en 2003, il y a eu les premières publications par notre équipe de mutations de gains de fonction de PCSK9 et le premier lien entre PCSK9 et l'hypercholestérolémie familiale. Alors, la première mutation S127R qui a été retrouvée dans deux grandes familles, l'une de Nantes et l'autre de Dijon, et l'autre la F216L qui a été retrouvée dans une famille de Paris. Donc, ceci a été publié donc, en 2003, comme vous le savez, et c'était le premier article où PCSK9 était nommé PCSK9 parce qu'au début, c'était NARC1 pour Nodal Apoptosis Regulated Convertase. Donc, c'était au fait Nabil Seida à Montréal, qui est présent ici avec nous aujourd'hui, qui avait identifié et étudié ce 9e membre de la famille des proprotéines convertases qui est exprimé au niveau du foie, de l'intestin, des reins et du cerveau. Et PCSK9 a comme substrat connu surtout lui-même, donc il s'active par autoclivage. Alors, 2 ans après la publication du premier lien entre PCSK9 et l'hypercholestérolémie familiale par notre équipe, l'équipe du Texas a identifié des mutations qui sont perte de fonction ou loss of function, des mutations hypocholestérolémiantes qui ont été retrouvées chez à peu près 3% des Américains d'origine africaine avec une diminution de PCSK9 de 50%, une diminution du LDL cholestérol d'à peu près 28% et surtout une diminution des complications cardiovasculaires de 88%. Oups. Alors, ça, c'est un aperçu des différentes variations de PCSK9 avec les gains de fonction qui sont les variations pathogènes ou pas, mais surtout hypercholestérolémiantes, donc avec un impact fonctionnel. Donc, on a certains variants qui sont fréquents, d'autres qui sont plus rares, certains qui sont associés à des mutations aussi du récepteur des LDL ou de l'ApoB, avec des tests fonctionnels qui ont été faits en collaboration avec Nabil Seida pour les mutations ou les variations pathogènes qui ont été identifiées dans notre équipe. Et là, vous avez les variations loss of function ou perte de fonction qui sont associées à une hypocholestérolémie. Alors, PCSK9 a été largement étudié depuis la découverte de son implication dans l'hypercholestérolémie familiale. Donc, en résumé, PCSK9 va se lier au récepteur des LDL lors de l'internalisation aussi de l'ApoB, donc l'internalisation de la LDL. Donc, on va le retrouver au niveau des différentes étapes de l'endocytose et puis finalement, il va mener le récepteur des LDL à être dégradé au niveau des endosomes. Et cette augmentation de l'affinité de PCSK9 au récepteur des LDL se fera surtout en milieu acide et notamment avec certaines mutations gains de fonction de PCSK9 dont la D374Y. Donc ça va entraîner une diminution de la quantité de récepteurs des LDL en surface cellulaire, d'où l'hypercholestérolémie. Et en 13 ans, donc en un temps plutôt record, il y a eu de nouvelles classes thérapeutiques d'hypocholestérolémiants, des anti-PCSK9, que ce soit les anticorps monoclonaux qui ont eu les autorisations de mise sur le marché par la FDA, l'Agence européenne du médicament en 2015, et plus récemment les ARN interférents avec l'inclisiran qui agit sur l'ARN plutôt intracellulaire. Évidemment, il y a d'autres stratégies qui sont aussi en cours d'étude. Un petit mot sur les populations avec une incidence assez élevée d'hypercholestérolémie familiale, comme c'est le cas de la population libanaise. Donc, c'est au Liban que M. Katchadourian avait, en 1964, déterminé au tout début la transmission dominante, mais aussi récessive de l'hypercholestérolémie familiale. La fréquence des cas homozygotes est 10 fois plus importante au Liban à cause d'une consanguinité élevée, mais surtout d'une mutation à effet fondateur qu'on appelle
allèle libanais qui a un stop au niveau de l'exon 14 du récepteur des LDL. Et donc, cette mutation-là est retrouvée à peu près dans plus de 80% des cas d'hypercholestérolémie familiale au Liban. Donc, ça constitue un fond génétique assez homogène qui permet, qui facilite donc les études de gènes modificateurs du phénotype. Et c'est comme ça qu'on a pu étudier PCSK9 et notamment l'impact d'un polymorphisme au niveau de l'exon 1 de PCSK9, qui est l'insertion d'une leucine en position 21. Et on a étudié qui est connu déjà pour réduire les taux de LDL, les concentrations de LDL cholestérol dans la population générale. Et on a vu qu'elle entraînait aussi une diminution de LDL cholestérol chez les patients porteurs de mutation du récepteur des LDL et donc de la même mutation. Et donc PCSK9 constitue un gène modificateur du phénotype dans l'hypercholestérolémie familiale. Donc, en résumé, les tests génétiques sont adressés à différents types de patients. Donc, quand il y a des patients où on suspecte une hypercholestérolémie familiale, quand il y a aussi les tests, tout ce qui est tests de dépistage en cascade ou cascade screening. Donc, alors, on peut avoir deux cas. Soit on a une mutation ou un variant pathogène qui est trouvé dans les différents gènes connus ou majeurs. À ce moment-là, si on a un génotype qui est positif et un phénotype qui est positif, la prise en charge va être instaurée ainsi que le traitement. Si on a par contre un génotype qui est positif alors que le phénotype est négatif, donc il va y avoir un suivi de ces patients-là, notamment des concentrations de LDL cholestérol. Et dans les formes négatives, c'est-à-dire où on a un génotype négatif, où on n'a pas trouver de variation pathogène alors que le phénotype est un phénotype d'hypercholestérolémie familiale. Donc, il faut penser à autre chose, un taux élevé de LP petit a, l'ApoE, les formes polygéniques, les formes récessives dans certains cas, ou bien d'autres pathologies apparentées, ce qu'on appelle les phénocopies. Alors, pour parler un peu de l'ApoE, donc dans une étude qui a été récemment faite en France, on retrouve dans les hypercholestérolémies dominantes différentes variations pathogènes de l'ApoE. Certaines sont associées, sont retrouvées dans les formes combinées familiales d'hyperlipémie, comme ici celles qui sont en gris, et celles qui sont aussi soulignées sont retrouvées dans les familles combined hyperlipidemia et aussi dans les formes autosomiques dominantes d'hypercholestérolémie familiale. Donc, pour résumer tout cela, on a les formes monogéniques et dans ces formes monogéniques, que ce soit le LDLR, puis PCSK9, puis l'ApoB, la sévérité va être plus importante que dans les formes polygéniques, avec de même une implication au niveau du risque cardiovasculaire. Donc, généralement, quand on a une variation pathogène qui est identifiée, et Jean-Pierre parlera de cela tout à l'heure, le risque cardiovasculaire est plus important que les formes polygéniques. Jean-Pierre développera aussi le score polygénique tout à l'heure avec les différents gènes et les différentes variations et leurs interprétations. Il y a aussi les formes oligogéniques avec quelques familles qui ont été décrites, dont une récemment par notre équipe. Alors, en résumé, pour qui ces fameux tests génétiques peuvent être prescrits? Bon, évidemment, ce sera lors d'une suspicion d'hypercholestérolémie familiale et les médecins vous diront, c'est surtout le feeling des médecins vis-à-vis de certains patients. Généralement, ce sont des patients qui vont avoir un taux de LDL cholestérol, des concentrations de LDL cholestérol supérieures à 190 mg par décilitre chez les adultes et 160 mg par décilitre chez les enfants sans cause secondaire d'hypercholestérolémie, avec aussi un apparenté du premier degré ayant des taux élevés de cholestérol ou des pathologies cardiovasculaires.
Ces concentrations-là sont plus élevées quand l'histoire familiale n'est pas très claire, donc elle passera de 160 à 190 pour les enfants et de 190 à 250 pour les adultes. Ce tableau résume aussi les autres cas où les tests génétiques peuvent être aussi considérés, mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas aussi, il s'agit de tests qui vont être faits lors des dépistages familiaux et des cascades screening qui se font généralement après qu'on ait identifié un proposant atteint de la pathologie. Alors, pour répondre à la question pourquoi, évidemment, c'est pour avoir un diagnostic de certitude, pour stratifier leur risque cardiovasculaire, et ça c'est comme on l'a vu et comme Jean-Pierre l'expliquera aussi, c'est quelque chose qui est assez important quand on a une variation pathogène qui est identifiée. Pour initier le traitement, l'initier généralement de façon un peu plus précoce, mais aussi choisir le traitement et des fois pouvoir justifier un remboursement, par exemple, dans certains pays pour les anti-PCSK9, par exemple, ou la LDL afférèse. Après, pour la prévention familiale avec le dépistage en cascade, pour les modifications du style de vie et tout ce qui est aussi sensibilisation de la famille et du proposant, pour exclure dans certains cas, dans certaines familles, pour certains individus pour lesquels on avait des doutes, si on ne trouve pas la variation pathogène retrouvée généralement dans la famille, dans cette famille, pour savoir exactement si c'est un cas d'hétérozygosie composite ou de double hétérozygote, pour définir le profil génétique et pour aussi identifier les phénocopies. Et ça a aussi un impact personnel au niveau de la compléance au traitement et psychologique dans certains cas pour certains patients. Alors, pour la limitation au niveau de l'interprétation des tests génétiques, Jean-Pierre va détailler cette partie. Et ce que je voudrais juste conclure en disant qu'il y a aussi une nécessité, on le répète tout le temps, de dépistage précoce pour un meilleur diagnostic, pour une meilleure prise en charge, traitement et surtout pour une prévention précoce des maladies cardiovasculaires. Et c'est dans ce sens qu'il y a 2 ou 3 semaines à Prague, il y a eu la réunion de la FH Europe pour cette déclaration de Prague incitant à une politique globale au niveau de l'Europe pour encourager et généraliser le dépistage de l'hypercholestérolémie à l'ensemble de la population pédiatrique. Et d'ailleurs, c'était une des recommandations de la NSFA déjà en 2010. Voilà, sur ce, je vais terminer et je vous rends le micro. Bien, écoute, merci beaucoup Marianne pour cette présentation des hypercholestérolémies. Je gardez bien toutes vos questions pour les poser à Marianne tout à l'heure. On va passer maintenant la parole à Noël Peretti qui va prendre l'autre facette du cholestérol avec les hypocholestérolémies. Est-ce que tu peux quitter le partage d'écran, Marianne? C'est bon pour moi. Voilà. Comme ça, on va pouvoir avoir la connexion, le partage avec Noël. Parfait. Noël, la parole est à toi. Ton micro, Noël. Voilà, oui. Je recherchais parce qu'avec l'écran, l'affichage, ça avait disparu. Voilà, vous m'entendez correctement, là, ça va? Oui. Bien. Moi, je vais vous parler, donc, on m'a demandé de vous parler des hypocholestérolémies. Je remercie Marianne d'avoir précisé certaines choses qui vont me permettre de passer un peu plus vite sur certaines diapos. Est-ce que vous voyez le pointeur aussi? Oui. Très bien, merci. Donc, en définition biologique, hypocholestérolémie, un cholestérol inférieur au 5e percentile, donc définition, on va dire, gaussienne, sachant que cette valeur va être variable en fonction de l'âge.
Deuxième précision, de quelle fraction s'agit-il? LDL, HDL ou les deux? Ici, on va se concentrer sur la fraction LDL avec la peau B. Et puis donc, juste de manière un peu arbitraire, pour avoir un repère pratique, ça peut se discuter, mais on peut retenir un taux de LDL inférieur à 0,6 g comme signal d'alerte d'une hypocholestérolémie. En tout cas, en pédiatrie, c'est un des seuils qu'on utilise. Et puis donc, primitive versus secondaire, là, nous, on va s'intéresser aux formes génétiques, par définition, et donc principalement aux formes monogéniques ici. Je laisserai donc Jean-Pierre vous parler des scores polygéniques hypo et hyper. Alors, il s'agit d'un paradigme. Donc, Marianne a déjà abordé certains points, puisqu'en fait, ce sont les mêmes gènes, selon le type de mutation et les conséquences de mutation, qui peuvent donner une hyper ou une hypocholestérolémie pour certains d'entre eux. Et donc, on est sur une sorte de paradigme un peu miroir, où une maladie rare, donc les hypocholestérolémies, certaines touchant une personne sur 1 million, on va le voir, sont des modèles en fait de compréhension de la physiopathologie pour aborder des traitements de maladies plus fréquentes que sont les hypercholestérolémies, notamment l'hypercholestérolémie familiale. Donc c'est un petit peu autour de ça que j'ai construit ma présentation pour, d'une part, que vous ayez une vue sur les principales pathologies hypocholestérolémiantes et d'autre part, bien sûr, la perspective de ce que ça a permis de développer ou permettra éventuellement, pour certaines, comme nouvelle thérapeutique. Alors les mécanismes, comme souvent en nutrition, on est sur une notion de balance avec donc une hypocholestérolémie, donc on s'intéresse aux lipoprotéines riches en ApoB ici, soit par diminution de la synthèse, et donc on est dans la classe 1 des familiales hypo-bêta-lipoprotéinémie par déficit de sécrétion, SD, ou bien par augmentation du catabolisme, et là on est dans la classe 2 avec donc l'augmentation du catabolisme des lipoprotéines. Les grandes caractéristiques de ces classes, c'est que dans la première partie, on va être sur des pathologies ayant des symptômes, donc qui touchent l'enfant, mais pas que, on va le voir. En tout cas, c'est pour ça que en tant que pédiatre, on m'a proposé de venir vous en parler, parce qu'on les voit souvent en première ligne, avec deux grands, je dirais, catégories d'organes, le digestif, tube digestif, foie, et d'autre part, le neuro-ophtalmique, alors que la classe 2, elle est asymptomatique. On va voir que certaines formes de la classe 1 le sont aussi, mais j'entrerai dans les détails plus tard. Mais globalement, l'idée générale est là. Donc pour la première famille, par défaut de synthèse, les SD, je pense que pour bien comprendre le classement, les conséquences, c'est bien important de reprendre simplement chronologiquement la physiologie de digestion des lipides et d'absorption. Donc, la digestion, mycélisation, puis digestion par les lipases va permettre la fabrication en haut, là ici, de lipides absorbables, acides gras par exemple, cholestérol libre, qui vont être intégrés dans la membrane du réticulum endoplasmique. La peau B, en cours de synthèse au niveau ribosomal, va avoir besoin d'être lipidée, d'un transfert de ces lipides absorbés au niveau de la membrane vers la peau B naissante grâce à une protéine, la MTP. Donc c'est la deuxième étape, synthèse de la peau B, lipidation par la MTP, microsomal triglycéride transfert protéine, permettant l'élaboration progressive d'un pré-chylomicron qui, pour être synthétisé dans la lymphe et permettre donc la sécrétion, l'absorption des lipides complètement, va devoir subir un transfert dans une autre unité, l'appareil de Golgi, ou des étapes de maturation finale, comme des glycosylations par exemple, vont être réalisées. Ceci se passe grâce à une protéine, un gène de protéine cargo, la SARAB. Voilà, et donc la sécrétion peut à ce moment-là avoir lieu avec un chylomicron mature. Il y a d'autres étapes, mais les trois principales étapes ici sont citées parce qu'elles sont associées à chacune, en cas d'anomalie, à une maladie qui chronologiquement, historiquement, on va dire, sont l'hypo-bêta-lipoprotéinémie, la FHBL SD2, qui est sur le chromosome 2 et qui est autosomique dominante, donc défaut, la mutation du gène de la peau B. Des mutations du gène de la MTP induisent une A-bêta-lipoprotéinémie, c'est autosomique récessif, ça concerne le chromosome 4, et on voit déjà dans la dénomination hypo versus A-bêta qu'on peut imaginer une forme clinique plus sévère dans l'A-bêta-lipoprotéinémie. En fait, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça, mais en partie vrai. Et puis, dernière étape, le transfert
par sarin B. Et là, on est dans la rétention de chez Omicron, ce qui est aussi autosomique récessive et qui est donc sur le chromosome. Le gène est sur le chromosome 5. Et on voit bien là aussi dans la dénomination de rétention de chez Omicron que le chez Omicron est fabriqué, pré-chez Omicron en fait pour être exact, mais qu'il ne peut pas être sécrété puisqu'il n'ira pas jusqu'à la dernière étape permettant son exocytose du côté basolatéral de l'entérocyte. Donc, trois étapes, 3 maladies que l'on peut reprendre un petit peu de manière conceptuelle. L'ApoB est souvent représentée comme le schéma que vous avez en haut à gauche, avec ce gros complexe de taille importante, avec un enchâssement de protéines au milieu des phospholipides et des autres lipides. En fait, la proposition de structure en bas à droite permet mieux de comprendre l'un des 3 rôles principaux de cette ApoB, qui est un rôle structural. En l'absence d'ApoB, soit parce qu'elle n'est pas fabriquée, soit parce que elle est détruite, on ne peut pas avoir de synthèse de chez Omicron et donc pas de sécrétion lipidique dans la lymphe. Donc, dans la SD2, lipo-bêta-lipoprotéinémie, le gène de l'ApoB va permettre au niveau du foie l'élaboration d'ARN messager pour arriver à la protéine d'ApoB, dite 100 parce que 100% de synthèse, alors que dans l'intestin, dans l'entérocyte, intervient un complexe, l'ApoBec1, qui va d'une certaine manière insérer un codon stop au niveau de l'ARN messager pour aboutir à une ApoB plus courte, naturellement, 48% de l'ApoB 100, d'où son nom d'ApoB 48. Donc ça, c'est le fonctionnement physiologique. En fait, dans la pathologie d'hypobêta, il se passe un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une troncature, une mutation qui va induire une troncature de l'ApoB. Vous voyez sur cette diapo illisible volontairement, qu'on peut avoir 2% de l'ApoB sécrétée jusqu'à 89%, éventuellement plus, et que finalement, la localisation de cette mutation va produire une ApoB plus ou moins longue ayant des fonctionnalités, notamment structurales, altérées, et qu'en dessous de 30% de synthèse d'ApoB, celle-ci n'est pas détectable du fait d'une demi-vie très courte circulante. Donc ça permis de développer des thérapies nouvelles comme les siRNA anti-ApoB. La deuxième, qui est la SD1, on n'est pas dans l'ordre de numérotation, mais dans l'ordre chronologique et physiologique, on va dire, la bêta-lipoprotéinémie, qui donc, l'ApoB a une synthèse continue au niveau ribosomal, et pour ne pas être détruit, doit être lipidé, et c'est le rôle de cette microsomale triglycéride transfert protéine, MTP, de prendre les lipides stockés dans la membrane du réticulum pour le mettre sur cette ApoB naissante, qui va progressivement arriver jusqu'au chez Omicron. En cas de mutation de cette ApoB, pas de transfert, pas de lipidation, et donc orientation, on va dire, de l'ApoB vers une dégradation au niveau du protéasome. Et donc, on se retrouve comme dans une situation proche de la précédente, c'est-à-dire que finalement, on a une ApoB qui est synthétisée, il n'y a pas de mutation sur l'ApoB, mais elle ne va pas pouvoir arriver à sa maturité, et donc il n'y aura pas de chez Omicron structurable. Et donc, une destruction précoce, on va dire, de l'ApoB dans cette A-bêta-lipoprotéine. Et donc, ceci a permis l'élaboration, le concept d'élaboration d'inhibiteurs de la MTP. Ce sont des travaux chez animaux qui sont déjà anciens, 2003, ici, où on voit que, par exemple, sur la synthèse des triglycérides, il n'y a pas d'impact. Par contre, la sécrétion est effondrée et donc la résultante d'une synthèse maintenue mais d'une sécrétion basse provoque une stéatose, et c'est un des effets secondaires de ces traitements, et c'est ce que l'on voit chez ces patients avec des stéatoses hépatiques ou intestinales, comme on va le voir un peu plus loin, plus en détail. Donc synthèse normale en haut et puis stéatose en bas. Troisième et dernière anomalie de synthèse, la SD3, rétention de chez Omicron, avec un ensemble, donc la sarin B, qui permet, dont la mutation va empêcher l'évolution normale et le recrutement de différentes protéines, induisant une déformation de la membrane du réticulum en vésicule, en fait, pour son exportation vers le Golgi. Donc, on parle là aussi d'une catégorie de protéines cargo. Donc, pas de possibilité d'exocytose vers la dernière étape permettant la sécrétion. Donc, une rétention dans le réticulum de pré-chylomicron. La sarin est exprimée aussi dans le foie, dans le muscle et le système nerveux. C'est une petite information qu'on va garder en tête pour tout à l'heure au niveau de la clinique. Si on s'intéresse à la biologie de ces 3 défauts de sécrétion,
on voit qu'on a deux formes très proches, en fait, quasi indistinctes, enfin, qu'il est quasi impossible de distinguer entre la forme d'A-bêta SD1 et la forme homozygote SD2, qui est la seule autosomique dominante, comme on l'a dit, avec des taux de LDL effondrés, 0,0 quelque chose, ainsi que de triglycérides très bas. La forme hétérozygote de la SD2, l'hypo-bêta, a des taux de LDL bas, mais pas du tout dans les mêmes proportions, et surtout, ces formes hétérozygotes, le plus souvent, sont asymptomatiques. Et puis enfin, la rétention de chez Omicron a des taux de LDL franchement bas, pas totalement effondrés comme les deux premières formes très sévères, A-bêta, hypo-bêta, homozygote, et par contre un HDL bas et des triglycérides qui sont souvent normaux. Deux petits indices biologiques qui, des fois, en fait, sont la porte d'entrée aussi du diagnostic de ces maladies rares. C'est l'existence d'acanthocytes, d'anomalies des globules rouges sur une numération qui a été demandée pour une autre raison. Et un petit élément d'orientation quand on est en train de décortiquer des anomalies biologiques d'hypocholestérolémie, c'est l'existence de CPK augmenté. Je vous ai signalé tout à l'heure que SARIN B est exprimé aussi dans le muscle. C'est peut-être une des raisons de cette augmentation de CPK qui accompagne souvent la rétention de chez Omicron ou SD3. Les signes cliniques, puisqu'on est dans la catégorie avec symptômes, sont d'une part digestifs et hépatiques, donc c'est l'existence, l'entérocyte est dysfonctionnel parce que gorgé de lipides ne pouvant pas être sécrétés, ils rentrent mais ne peuvent pas ressortir, et donc on a une malabsorption type de stéatorée, avec un retard staturopondéral chez l'enfant, une diarrhée importante. Au niveau hépatique, il se passe la même chose que dans l'entérocyte, une rétention lipidique avec une hépatomégalie, une stéatose, des transaminases augmentées qui peut évoluer vers la cirrhose. Et puis donc l'autre grand groupe qu'on évoquait, neuro-ophtalmique, avec une rétinite pigmentaire, des ataxies, dysarthries, atteintes musculaires qui arrivent chez le grand adolescent, l'adulte jeune, et qui là ne sont pas liées directement à la rétention lipidique dans ces organes, mais en fait aux conséquences de la malabsorption des vitamines liposolubles, puisque l'ensemble des lipides sont mal absorbés, ceux qui passent en tout cas par la voie des déchets Omicron, et donc des dégénérescences liées aux carences en vitamine A et vitamine E, la vitamine E ayant un rôle vraiment pivot dans la physiopathologie de ces complications. Quelques cardiomyopathies décrites plus occasionnellement, et là je vous montre juste une image de ces acanthocytes, donc qui sont des globules rouges spiculés qui sont en fait la résultante d'un stress oxydant augmenté et des modifications des propriétés membranaires. Ceci se voit, par exemple, on trouve des acanthocytes dans certaines maladies métaboliques rares où on a des carences, des anomalies de vitamine E, les mutations de l'alpha-TTP par exemple, et qui vont aussi induire une carence en vitamine E et donc les mêmes symptômes au niveau biologique. Alors, le diagnostic, il n'est pas, comme ce n'est pas très connu, les diagnostics ne sont pas toujours faits sur la biologie, mais des fois sur l'intervention, on va dire, de prise en charge diagnostique, et notamment les endoscopies chez l'enfant, où l'on trouve à gauche un duodénome normal et à droite un duodénome qui correspond de rétention de chez Omicron, SD3, qui correspond à en fait, cette stéatose massive. Et on imagine bien, quand on voit les biopsies histologiques, à gauche, vous avez un sujet sain, on distingue la bordure en brosse, les entérocytes alignés, et à droite, une rétention de chez Omicron avec ces inclusions massives dans le cytoplasme qui empêchent le fonctionnement de la machinerie entérocytaire, simplement. Donc, pour pouvoir avancer dans la prise en charge de ces patients, il faut d'abord permettre une clairance cellulaire, et donc ça, c'est le régime pauvre en acides gras à longue chaîne, avec l'utilisation des triglycérides à chaîne moyenne comme apport calorique, lipidique d'appoint pour notamment les nourrissons, puisque ces TCM ne passent pas par la voie lymphatique, mais directement par le flux porte. Et puis l'autre grand axe physiopathologique, la carence en vitamines liposolubles, et donc ce sont des supplémentations avec des vitamines à très forte dose qui posent des problèmes, c'est relativement gérable chez le petit, mais qui posent des problèmes l'âge avançant, parce que les doses augmentant avec le poids, des fois, sont juste c'est pas possible d'atteindre la cible choisie. Et puis, quand même, une supplémentation en acides gras essentiels, puisque si on donne que des TCM dans un régime très pauvre en acides gras longue chaîne, on n'aura pas d'acides gras essentiels. Donc ça, c'était la première catégorie, sécrétion anormale. Et donc l'autre catégorie où je vais aller un peu plus vite, parce que Marianne nous en a déjà parlé en grande partie, sont les hypocholestérolémies par excès de catabolisme. Et donc là, on a deux groupes principaux. On ne peut pas dire vraiment,
on peut parler d'état peut-être plus que de maladie à proprement parler. Donc les l'hypolipidémie combinée familiale par mutation du gène d'ANGPTL3. ANGPTL3 a normalement un rôle freinateur sur la lipoprotéinipase et sur la lipase endothéliale. Et donc des mutations augmentant son activité va permettre d'augmenter, réduisant l'activité d'ANGPTL3 va permettre une augmentation de la lipolyse LPL et lipase endothéliale, une augmentation du métabolisme des lipoprotéines et d'une baisse par différents mécanismes du LDL, du HDL et des triglycérides. Il s'agit d'une atteinte autosomique dominante, donc là aussi forme homozygote et hétérozygote qu'on va voir, mais pas de symptômes digestifs ni neurologiques comme tout à l'heure, mais par contre une réduction du risque cardiovasculaire comme nous l'a bien montré tout à l'heure Marianne. Le deuxième élément, c'est PCSK9, dont la liaison récepteur va favoriser la dégradation de ce récepteur, réduisant son cycle de turnover. Et donc, les mutations faisant perdre ce rôle inhibiteur vont réduire la dégradation, donc augmenter les taux de recyclage du LDL et donc favoriser la clairance du LDL, induisant une hypo-LDLémie, et ceci ayant abouti, bien entendu, à la fabrication, au concept et à la fabrication de ces inhibiteurs PCSK9. En biologie, en diagnostic biologique, du fait de formes homozygotes bialléliques et hétérozygotes, on a des taux de LDL, vous voyez, qui sont bas, mais qui ne sont pas effondrés, comme dans les formes d'A-bêta ou d'hypo-bêta, mais qui sont abaissés quand même. Et donc, dans les mutations de PCSK9, on a la même chose, des taux de LDL abaissés, ainsi que pour les triglycérides, mais de manière relativement modérée. En tout cas, pas de symptômes et un risque cardiovasculaire protégé. En conclusion, dans la première catégorie de déficit de synthèse, 3 maladies principales avec des symptômes, maladies pédiatriques souvent parce que de révélation néonatale, les lipides occupant une grande part, une proportion encore plus importante de l'alimentation chez le nourrisson que chez l'adulte. Et ceci a permis il y a eu un travail qui a permis l'élaboration d'un PNDS, dont je vous mets les références, auquel plusieurs d'entre vous avaient participé. Et puis, donc, l'autre famille, par excès de catabolisme, 2 situations principales qu'on a vues, ANGPTL3 et PCSK9, avec des formes asymptomatiques, avec une protection cardiovasculaire. Donc, si on revient aux questions posées, pour qui? Chez l'enfant, ça va être en période néonatale, une diarrhée avec une stéatorée, une cassure, une dénutrition rapide et un risque vital engagé. Chez l'enfant plus grand et l'adulte, ça peut être un tableau de cytolyse chronique non expliqué qui peut être révélateur, l'apparition de troubles neurologiques ou ophtalmiques et la découverte d'une carence, parfois fortuite, d'une carence en vitamines liposolubles. Et donc là, on est dans la catégorie des hypo-bêta-hypopronémies SD de 1 à 3 qu'on a vu initialement. Le autre tableau qui peut permettre une découverte de ces hypocholestérolémies, c'est la découverte biologique fortuite d'un LDL bas. Et donc là, on peut être sur une forme hypo-bêta hétérozygote, SD2, ou l'une des 2 formes d'excès de catabolisme que nous avons vues. Pourquoi? Prise en charge, diagnostic et réassurance selon le diagnostic, supplémentation en vitamines, régime pour la première catégorie, simple réassurance, et puis on n'en parle pas pour la deuxième classe. Les nouveaux traitements, ça je vous l'ai dit en introduction, cette notion de miroir, comment on a pu extraire des traitements innovants à partir de ces maladies rares, et puis 2 futures maladies. Là, par exemple, on vient de diagnostiquer une hypocholestérolémie qu'on pensait être une type rétention de chez Omicron et qui en fait est une mutation d'une autre protéine de FABP, qui est une des protéines de transport aussi des lipides au niveau de l'entérocyte, donc quelques cas avaient déjà été décrits. Et donc là, on a 2 futures maladies à découvrir sûrement et 2 futurs traitements potentiels également associés de ces maladies. En fait, on a une vue très partielle parce que si on prend l'ensemble des gènes, les principaux gènes connus dans les hypo-hyper, finalement, on voit qu'on occupe une petite part actuellement et que donc il y a encore de nombreuses perspectives probablement. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Noël pour cette belle présentation. Alors, donc, nous allons passer maintenant sur un autre lipide
qui sont les triglycérides. Sibylle, je te laisse la parole. Vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais essayer de partager mon écran. C'est très bien. Alors, mode présentateur. Hop. Est-ce que c'est bon comme ça pour vous? On a tes deux écrans. Voilà, c'est Là, très c'est bien. bon. Là, c'est bon? Voilà, j'ai fait la bascule. Parfait, impeccable. Ben, je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs et en particulier Mathilde Varret de m'avoir conviée à faire cette présentation sur un sujet qui m'est cher. Donc, j'ai légèrement réintitulé le titre en génétique des hypertriglycéridémies majeures ou sévères, puisque je ne vous parlerai pas des hypertriglycéridémies modérées aujourd'hui, dans laquelle la génétique a beaucoup moins d'intérêt. Alors, voici tout d'abord mes liens d'intérêt. Alors, pour débuter, donc les hypertriglycéridémies majeures, on les appelle également sévères, et dans la littérature et dans le langage habituel, on utilise aussi souvent le terme d'hyperchylomicronémie. Elles sont définies classiquement par des triglycérides qui dépassent 10 millimoles par litre ou 8,8 grammes par litre, parce qu'en fait, c'est le seuil au-delà duquel on a constamment des chylomicrons à jeun, alors que normalement, on ne devrait pas en avoir, bien entendu. Alors, on va avoir en fait un ensemble assez hétérogène de dyslipidémies plus ou moins rares qui ont pour caractéristique leur risque élevé de pancréatite aiguë, on le reverra. Et ces dernières années, on a constaté un regain d'intérêt pour ces pathologies, puisqu'il y a eu beaucoup, en fait, finalement, d'avancées dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques de ces dyslipidémies. Ce qui a permis bien sûr des progrès diagnostiques, et on le verra très rapidement à la fin, a permis également de développer des nouveaux traitements innovants. Alors, parlons tout d'abord du diagnostic et de la classification des hyperchylomicronémies. Et donc, vous allez voir que globalement, on a deux grands groupes qui sont les formes dites familiales, mais qui sont très mal finalement dénommées, puisque comme ce sont des pathologies récessives, pour la plupart, elles ne se retrouvent pas forcément dans la famille. Donc, on devrait plutôt les appeler formes génétiques ou monogéniques. Et puis, des formes multifactorielles qui sont polygéniques avec de nombreux facteurs secondaires. Alors, pour vous illustrer cela, je vous propose deux petits cas cliniques. Le premier est celui d'Emma, 25 ans, que vous voyez en consultation après une pancréatite aiguë avec des triglycérides qui sont montés à 75 grammes par litre. Qui avait déjà eu des pics de triglycérides très élevés à l'âge de 18 ans, à 15 grammes par litre, ce qui avait fait contre-indiquer la contraception œstroprogestative. C'est une patiente qui est mince, qui ne boit pas d'alcool, qui a une alimentation très contrôlée, qui n'a pas d'antécédents familiaux ou personnels autres, qui ne prend aucun traitement, qui se plaint volontiers de douleurs abdominales récurrentes, ce qui est un signe souvent associé à l'hypertriglycéridémie sévère. Et malgré un régime strict et un traitement par fibrate, les triglycérides de cette patiente restent entre 15 et 20 grammes par litre sur plusieurs contrôles. Le deuxième tableau, c'est celui de Stéphane, 51 ans, chez qui on découvre, lui, fortuitement, une hypertriglycéridémie sévère à 21 grammes par litre. Sur un deuxième contrôle, après, on va dire quelques petits efforts, des triglycérides à 10 grammes par litre. On lui découvre par la même occasion un diabète de type 2 dans un contexte d'obésité, donc avec une hémoglobine glyquée élevée. Il a une stéatose hépatique. Il a une alimentation qui est jugée un petit peu anarchique, hyperglucidique, hyperlipidique. Lui, on va retrouver dans sa famille une notion d'hypertriglycéridémie modérée a priori. Il ne prenait jusque-là aucun traitement. Grâce à des modifications diététiques et l'introduction d'un traitement pour son diabète de type 2 par metformine, ce patient perd un peu de poids, améliore son équilibre glycémique et va retrouver des chiffres de triglycérides avec une hypertriglycéridémie modérée à 2,29 grammes par litre et sans hypercholestérolémie associée.
Donc, ces deux cas cliniques vous illustrent en fait deux tableaux de la pathologie. Donc, la première, Emma, vous illustre le cas d'hyperchylomicronémie familiale, qu'on appelle dans la littérature les FCS, pour Familial Chylomicronemia Syndrome, qui est une pathologie rare, entre 1 pour 100 000 et 1 pour 1 million d'habitants. Et Stéphane, lui, va plutôt illustrer la forme multifactorielle chylomicronemia syndrome, qui est beaucoup plus fréquente, estimée en fonction des sources entre 1 sur 1000 et 1 sur 10 000 dans la population générale. Et donc, les premières formes FCS vont avoir bien sûr une composante génétique très forte, ils vont avoir un degré de sévérité important. Et puis, dans les formes multifactorielles, on va avoir une forme des tableaux génétiques un petit peu moins sévères et généralement un cumul de facteurs secondaires environnementaux plus importants. Alors, pourquoi est-il important de distinguer ces deux formes? D'une part, pour leur gravité, on verra une fréquence de complications un petit peu différente. Et puis, on a également des prises en charge thérapeutiques également différentes. Alors, si on veut distinguer les caractéristiques cliniques de ces deux formes, comme je vous l'ai illustré dans ces deux cas cliniques, pour les formes FCS, on a généralement des révélations qui sont pédiatriques ou chez des adultes jeunes, avec très fréquemment des pancréatites aiguës qui peuvent être le mode de révélation et qui sont volontiers récurrentes dans le temps. On a souvent peu de facteurs secondaires associés à cette pathologie et l'hypertriglycéridémie dans la famille est très inconstante. Ces patients, le plus souvent, n'ont pas de contexte de syndrome métabolique ou d'obésité. Et la révélation lors d'une grossesse ou sous contraception orale, comme ça a été le cas chez la patiente Emma du fait des œstrogènes, est assez fréquente également. Et donc, ce sont des formes d'hypertriglycéridémie très sévères, résistantes à la prise en charge diététique et aux thérapeutiques classiques, notamment les fibrates. De l'autre côté, les formes multifactorielles ou MCS sont plus volontiers découvertes à l'âge adulte et à l'âge mûr. Les pancréatites aiguës sont tout de même fréquentes, mais on le verra moins que dans les formes FCS. Les facteurs secondaires sont souvent multiples. Et on peut avoir assez fréquemment des contextes familiaux de dyslipidémie, et notamment des hyperlipidémies combinées familiales, qui sont des formes de dyslipidémie mixte fluctuantes dans le temps, ou également des dysbêta-lipoprotéinémies sous-jacentes avec des variants E2E2 ou des mutations de l'ApoE qui vont finalement décompenser sous forme de MCS dans des situations de facteurs secondaires associés. Donc, le syndrome métabolique est très fréquent, l'obésité également. La révélation pendant une grossesse est possible, mais moins fréquemment, puisque souvent l'âge de survenue est un petit peu plus tardif. Et les intensités des pics d'hypertriglycéridémie sont moindres, et on a généralement une meilleure réponse à la prise en charge diététique et au traitement conventionnel. Alors, il faudra toujours, dans le diagnostic des hypertriglycéridémies, éliminer les facteurs secondaires. Donc, tout d'abord, tous les facteurs nutritionnels, l'excès d'alcool, l'excès de sucre simple, l'excès de lipides totaux, le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, en particulier le diabète de type 2. On peut de temps en temps avoir des pathologies qui sont associées. Alors, c'est rarement des découvertes, mais ça peut arriver de temps en temps. L'insuffisance rénale chronique, le syndrome néphrotique, l'hypothyroïdie, le syndrome de Cushing, la grossesse surtout au 3e trimestre, et puis des maladies plus rares comme des glycogénoses ou les syndromes lipoatrophiques. Au niveau des médicaments, on peut retrouver les œstrogènes et les modulateurs du récepteur des œstrogènes, les corticoïdes, les traitements anti-HIV comme les inhibiteurs de protéase, les immunosuppresseurs et notamment la cyclosporine, les rétinoïdes, qui sont notamment utilisés dans le traitement de l'acné, et puis les traitements antipsychotiques et notamment les neuroleptiques qui sont assez fréquemment pourvoyeurs d'hypertriglycéridémie modérée à sévère. En ce qui concerne les caractéristiques phénotypiques, je ne vais peut-être pas vous les détailler complètement, mais vous voyez que sur ce tableau qu'effectivement l'intensité des pics d'hypertriglycéridémie est très importante dans les FCS. On a souvent des pics qui vont de 20 à 100 millimoles par litre, voire plus chez certains patients, alors que sur les MCS, les décompensations sont intermittentes et on a souvent des pics un petit peu plus modérés. Et il y a un élément qui est très intéressant pour distinguer les deux tableaux, qui est le dosage de l'ApoB. L'ApoB est généralement bas dans les FCS, inférieur à 0,8 g par litre, tandis qu'elle sera supérieure à ce seuil dans les formes FCS. Le HDL est effondré dans les deux cas, n'est pas discriminant, et le LDL cholestérol sera généralement abaissé dans le FCS et conservé dans le MCS
Mais le problème est que pour avoir un LDL fiable dans ces situations-là, il faut des LDL mesurés après ultracentrifugation, ce qui est réservé à certains centres spécialisés. Et puis, on peut, dans certains centres, également réaliser des activités lipoprotéine lipase post-héparinique, qui consistent à injecter de l'héparine, recueillir du sang du patient et ensuite faire un dosage de cette activité ex vivo. Et donc, dans les FCS, l'activité sera généralement effondrée, tandis que dans les MCS, elle est souvent normale ou peu abaissée. Alors, pour pouvoir distinguer les FCS des MCS, il y a un score qui a été développé qui s'appelle le score FCS. Donc, c'est une publication de 2018 de Philippe Moulin, où un certain nombre de critères permettent de grader la probabilité ou non d'avoir un FCS, notamment le fait d'avoir eu plusieurs fois des pics de triglycéridémie au-delà de 10, d'être monté au-delà de 20, d'avoir fait des pancréatites, d'avoir eu des triglycérides à moins de 2 millimoles, l'histoire, avoir ou non des causes secondaires, les antécédents familiaux, la réponse au traitement, et puis l'âge de survenue des symptômes. Donc, vous pouvez retrouver ce score sur un calculateur automatique dont je vous ai mis les références, et vous pouvez le retrouver, ce calculateur, sur le site de la NSFA, ce qui est assez pratique. Donc, on va avoir un score qui, lorsqu'il est supérieur ou égal à 10, vous donne une très forte probabilité d'avoir un FCS. S'il est inférieur ou égal à 9, c'est peu probable, et inférieur ou égal à 8, très peu probable. Si on en revient à nos deux patients et qu'on calcule ce score, chez Stéphane, le score est à 1, donc il est très peu probable, tandis qu'il est à 12 chez Emma, ce qui effectivement est un score très élevé. Et donc, vous voyez que le commentaire du score est que ça doit motiver une prise en charge spécifique et un séquençage des gènes candidats par NGS. Alors, on en vient du coup à l'analyse génétique. Comment, pour qui, pourquoi? Alors, les séquençages génétiques à l'heure actuelle sont réalisés désormais en technique NGS, en New Generation Sequencing. Je pense qu'on nous en parlera un petit peu plus loin dans ces présentations. Il y a 3 plateformes en France, à ma connaissance, qui font le diagnostic des hypertriglycéridémies à Lille, Lyon et Paris. Et donc, chez quel patient doit-on le proposer? Alors, comme nous venons de voir, en cas de forte suspicion de forme monogénique FCS, soit sur les différents éléments cliniques, soit sur le calcul du score. Et cela, en plus, est important puisque le diagnostic génétique est nécessaire pour accéder aux nouveaux traitements, les inhibiteurs de l'ApoC3. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Et puis par ailleurs, puisqu'on a souvent, vous verrez dans ces formes génétiques des mutations homozygotes, il y a un intérêt de dépistage familial par la suite, notamment pour dépister les hétérozygotes dans les apparentés, notamment les enfants ou les parents, qui peuvent avoir des formes un peu plus modérées, mais qui peuvent être symptomatiques. Les autres patients chez qui on peut proposer un séquençage, ce sont les MCS sévères avec des pics récurrents de triglycérides au-delà de 10 millimoles par litre ou résistants à la prise en charge classique. Et donc, c'est les patients qui vous disent généralement, même quand je fais attention à mon régime, mes triglycérides sont entre 7 et 10 grammes par litre. Donc, c'est des patients qui, en fait, n'arrivent pas à baisser leurs triglycérides très bas. Ce séquençage, l'analyse génétique va souvent permettre d'expliquer au patient sa pathologie et dans mon expérience permet souvent de le motiver dans sa prise en charge, même si bien sûr c'est tout à fait empirique, il n'y a pas d'études qui montrent l'efficacité de la génétique sur la prise en charge du patient en lui-même. Donc on peut le proposer au cas par cas, mais le fait de montrer au patient la charge génétique élevée qu'il a, ce qui va justifier une intensité de prise en charge, notamment diététique, un peu forte, permet parfois de faire avancer la prise en charge. Et puis, le dernier élément, et il n'est quand même pas négligeable, c'est à visée de recherche. C'est grâce au séquençage systématique d'un certain nombre de gènes, avec des stratégies gènes candidats ou parfois après sur des stratégies de whole sequencing, que les nouveaux gènes impliqués dans ces pathologies ont été identifiés. Donc, on fait des progrès aussi grâce à des analyses génétiques un peu systématiques. Alors, quels gènes allons-nous étudier pour les hypertriglycéridémies majeures? Alors, le principal gène et qui a été le premier à être mis en évidence dans ces pathologies, c'est le gène de la lipoprotéine lipase.
Je vous rappelle que le gène de la lipoprotéinlipase, c'est le gène qui code pour une enzyme qui va permettre de dégrader les triglycérides des chylomicrons produits par l'intestin et des VLDL qui sont produits par le foie, donc qui sont des énormes lipoprotéines riches en triglycérides. Et donc, ils vont être, donc c'est l'enzyme de la cascade lipolytique intravasculaire. Donc, c'est le premier gène à être tout à fait intéressant. Et en fait, c'est celui qu'on va retrouver le plus fréquemment muté finalement dans les formes FCS. En fonction des séries, c'est 60 à 80% des cas. Après, on a toute une autre kyrielle de gènes qui ont été mis en évidence comme impliqués dans les formes génétiques sévères. Alors, un petit peu par ordre d'apparition dans la littérature, on a le gène de l'ApoC2, qui est un cofacteur activateur de la lipoprotéinlipase, qui peut présenter des mutations délétères impliquées dans les FCS. Ensuite, le gène de l'ApoA5, qui est lui aussi un cofacteur activateur de l'activité de la lipoprotéinlipase et dont les mutations finalement sont un petit peu plus fréquentes que les autres gènes en dehors de la lipoprotéinlipase. Plus récemment, a été découvert par l'équipe de Stephen Young aux États-Unis un gène majeur qui s'appelle GPI-HBP1 pour glycosylphosphatidylinositol HDL binding protein 1, un nom qui est très difficile à retenir, qui est en fait la protéine qui va permettre le transport de la lipoprotéinlipase depuis l'espace sous-endothélial, ici en bleu sur mon petit schéma, et qui va permettre sa translocation à la surface des cellules endothéliales, le site où la lipoprotéinlipase va être active et va pouvoir hydrolyser les lipoprotéines riches en triglycérides. Et ensuite, un des derniers gènes à avoir été mis en évidence, c'est le gène LMF1. LMF1 pour Lipase Maturation Factor 1. C'est un gène donc, qui, comme son nom l'indique, va permettre la maturation de la lipoprotéinlipase au niveau des tissus producteurs de lipoprotéinlipase, le tissu adipeux et le muscle. Voilà. Ensuite, on a plusieurs autres gènes qui sont analysés dans les hypertriglycéridémies. Le gène CREB3L3, qui est un facteur de transcription hépatique qui régule de nombreux gènes du métabolisme lipidique. Et puis, on étudie également le gène ApoC3 et le gène ApoE, qui vont porter un certain nombre de variants fréquents pour l'ApoC3 et l'ApoE, et parfois des variants plus rares pour l'ApoE, qui peuvent également être impliqués dans ces pathologies. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Alors, il y a une classification qui a été proposée dans le même papier qui a qui a proposé le FCF score, une classification donc en 6 catégories. Les 3 premières correspondent aux formes familiales ou FCS. Et en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on va avoir dans ces formes sévères donc ces formes monogéniques finalement des mutations homozygotes ou hétérozygotes composites du gène de la lipoprotéinlipase ou des cofacteurs associés au fonctionnement de la lipoprotéinlipase, donc ApoC2, ApoA5, GPI-HBP1 et LMF1. Et les 3 catégories suivantes sont-elles associées aux formes multifactorielles ou MCS, avec des combinaisons plus ou moins variables, de mutations hétérozygotes de ces mêmes gènes et de variants fréquents ou polymorphismes des mêmes gènes auxquels on associe également l'ApoC3 et l'ApoE. On a donc là vraiment pour les MCS des formes polygéniques avec un terrain de susceptibilité génétique qui se révèle dans des conditions environnementales ou de pathologie associées. Donc, si on en revient à nos 2 patients, Stéphane, on lui a effectivement trouvé une association de variants fréquents, un variant classique de l'ApoA5 qui s'appelle S19W qui est sur le peptide signal, le variant S2 du polymorphisme SST1 de l'ApoC3, un autre polymorphisme de GPI-HBP1 qui s'appelle C14F, lui aussi sur le peptide signal, sont tous des variants hétérozygotes, mais leur association crée un terrain favorisant ces hypertriglycéridémies sévères. Tandis que Emma, qui est, elle, effectivement bien une FCS, a une mutation homozygote du gène de la lipoprotéinlipase, la mutation 188, qui est une mutation classique. Il y a quelques mutations classiquement retrouvées sur le gène de la lipoprotéinlipase, et notamment 3 mutations qui ont des effets fondateurs qui sont retrouvées très fréquemment au Québec, un petit peu moins fréquemment en Europe, où on a un petit peu plus de diversité génétique. Après, on n'a pas forcément beaucoup de mutations qu'on retrouve classiquement sur les autres gènes en dehors de la lipoprotéinlipase. Alors, avant de terminer, donc, je ne vais pas avoir le temps de vous détailler la prise en charge de ces pathologies qui reposent beaucoup sur une prise en charge, bien sûr, diététique avec des régimes plus ou moins stricts et très stricts dans les formes FCS qui nécessitent des régimes très hypolipidiques qui sont très difficiles à suivre pour les patients.
Les fibrates sont plus ou moins efficaces en fonction des patients. Elles sont souvent peu dans les formes sévères type FCS. Mais ces dernières années, ont été développés des nouveaux traitements, et notamment les oligonucléotides antisens anti-ApoC3, qui sont donc de petits ARN antisens qui vont aller neutraliser l'ARN messager de l'ApoC3 en intrahépatique et qui vont permettre du coup de diminuer l'ApoC3. L'ApoC3, c'est un cofacteur inhibiteur de la lipoprotéinipase. Donc, quand vous l'inhibez, vous allez augmenter la lipolyse. Mais l'ApoC3 joue aussi sur la production hépatique des VLDL et également sur la recapture des rémanentes de lipoprotéines riches en triglycérides. Donc, c'est une protéine multicible qui, quand elle est inhibée, va avoir différentes cibles en fait, pour avoir une action hypotriglycéridémiante. Alors, ce traitement s'appelle le Volanesorsen ou Waylivra. Il est remboursé depuis février 2020. Et donc, je vous lis le RCP, il est indiqué en complément d'un régime diététique chez les adultes atteints du syndrome d'hyperchylomicronémie familiale génétiquement confirmé, donc vous avez besoin de l'analyse génétique, et à risque élevé de pancréatite, chez qui la réponse au régime alimentaire et au traitement vise à réduire les visant à réduire les triglycérides a été insuffisante. L'indication est à valider par une RCP nationale. Donc, vous avez ici le site sur lequel vous pouvez faire une demande pour accéder à ce traitement pour cette RCP, auquel participent des experts lipidologues français, membres de l'ANSFA pour la plupart. Donc, en conclusion, ces dernières années, donc, on a eu de très nombreuses améliorations diagnostiques grâce au progrès de la génétique. Et donc, on a deux grandes entités, donc une forme rare, monogénique, les FCS, qui est résistante au traitement conventionnel, une forme plus fréquente, polygénique, multifactorielle. Le risque majeur de ces pathologies, c'est la pancréatite aiguë, et surtout dans les formes familiales où elles sont environ présentes chez plus de 50% des patients contre 20% chez les FCS. Le risque cardiovasculaire, je n'ai pas bien eu le temps de vous en parler, il est un petit peu variable, mais il se voit surtout dans les formes multifactorielles liées aux cofacteurs associés à la pathologie. Et puis, donc, on va avoir une prise en charge diététique qui est complexe pour les patients, mais des progrès thérapeutiques récents qui donnent des espoirs aux patients, et avec des nouvelles générations de traitements qui sont en train d'arriver, aussi bien pour les anti-ApoC3, et également ce qui joue sur l'inhibition de d'autres protéines, comme les angiopolyétines 3 et 4, dont vous a parlé Noël tout à l'heure, qui sont également prometteurs. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sybille, pour ce bel exposé. On va passer tout de suite la parole à Jean-Pierre pour essayer de rester un petit peu dans les temps, sachant qu'il faut qu'on ferme tout et libère tout le monde à 19h. Jean-Pierre, c'est à toi. Ok, merci. Sybille, tu as arrêté le partage? Ça y est. Merci. Est-ce que tout le monde voit l'écran avec ma première diapositive? C'est parfait, merci. Ok, vous m'entendez. Donc, on va maintenant aborder la dernière partie de ce webinaire. Et j'ai opté pour une présentation pragmatique de vie réelle au laboratoire. Et je vais essayer de faire ça dans le temps qui me reste. Donc, comme l'a dit Sybille, la technique maintenant la plus répandue pour rechercher des mutations dans notre génome, c'est le séquençage de nouvelle génération qui a envahi nos laboratoires à visée diagnostique. J'ajouterai quand même la technique MLPA qui est spécifique de la détection de grands remaniements et qui permet de confirmer donc une telle variation détectée par NGS. Et bien sûr, pour le séquençage Sanger qui permet, lui, de confirmer les variations de petite taille. Je l'utilise aussi, je le recommande pour définir précisément ces petits remaniements quand ils sont complexes, un type de délétion-insertion, ce qui est parfois difficile sur les résultats NGS. Et bien entendu, on recommande également le séquençage Sanger pour le dépistage familial, quand la mutation, la variation a été identifiée chez le cas index pour faire un dépistage donc moléculaire ciblé.
Donc ça, c'était répondre à la question comment, et vous voyez que c'est relativement simple. L'interprétation. Alors, je vais vous présenter les choses d'une manière effectivement assez pratique. Heureusement, beaucoup de variants sont maintenant bien connus. C'est le cas, par exemple, du variant FH libanise, dont vous a parlé Marianne, responsable donc de la grande prévalence de ces mutations du récepteur LDLR au Liban, par effet fondateur. Mutation faux sens connue là aussi, découverte en France à Paris. Une mutation d'un site d'épissage du jour du LDLR. Il existe bien entendu, c'est à peu près 10% des variations du LDLR responsables d'une hypercholestérolémie familiale, des grands remaniements, par exemple la délétion des exons 11 à 14 du gène LDLR. La mutation la plus fréquemment associée à une hypercholestérolémie pour le gène LDLR, c'est la mutation R3500, qu'on doit appeler maintenant arginine 3527 glutamine. Mutation PCSK9, découverte dans les premières familles françaises. Et les mutations, effectivement, non-sens de l'ApoB, qui sont associées à des formes d'hypobêta-lipoprotéinémie monogénique, tout comme, c'est plus rare, mais des variations font-sens qui sont bien connues, en tout cas, celle-ci est bien connue depuis peu, grâce au très beau travail de l'équipe de Mathilde Di Filippo à Lyon, qui a montré par des tests fonctionnels utilisant la technologie CRISPR-Cas9, a montré que ce variant faux-sens était pathogène et responsable d'une hypobêta-lipoprotéinémie. Donc souvent, nous connaissons un certain nombre de variants. Nous connaissons aussi un certain nombre de variants qui ont été initialement associés à une forme familiale, à une hypercholestérolémie autosomique dominante, mais qui sont maintenant démontrés comme non pathogènes, qui ne sont pas responsables d'une hypercholestérolémie familiale, soit par des études de coségrégation qui ont exclu leur implication, soit par des études fonctionnelles cellulaires. Bien entendu, il y a des variants qui sont moins connus et on peut utiliser à ce moment-là les renseignements qui sont présents dans les bases de données de variants associés à une maladie, comme ClinVar, OMIM, LOVD ou HMD, qui, cette dernière, est payante. Voici un exemple de renseignement que l'on trouve sur ClinVar pour une variation du gène LDLR. Alors, vous voyez que l'interprétation peut prêter à confusion, puisque la conclusion, c'est Conflicting Interpretation of Pathogenicity. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que 3 laboratoires ont rapporté une signification incertaine et un laboratoire qui penche plutôt vers un variant plutôt bénin. On connaît la base de données LOVD, on peut lui faire confiance. Et lorsqu'on a en plus une expérience au laboratoire où on a étudié la ségrégation familiale de ce variant, je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un variant bénin, puisque une famille qui avait été recrutée par Jean-Louis Georges à l'hôpital de Versailles nous a permis d'exclure l'implication de ce variant dans l'hyper-LDLémie de cette famille. Lorsque nous avons moins de renseignements et lorsque l'expérience du laboratoire peut être mise en défaut, on va pouvoir utiliser les standards et les recommandations de l'ACMGM. Alors, en 2015, devant l'afflux d'un certain nombre de variants issus des données de séquençage nouvelle génération inonder les laboratoires, cette société savante américaine, American College of Medical Genetics and Genomics, a proposé des règles pour classer ces variations issues du NGS. Alors, les critères, en fait, sont tous les critères qui permettent de peser effectivement en faveur ou en défaveur de la pathogénicité d'un variant génétique, le type de variation, l'étude fonctionnelle, la fréquence, l'épidémiologie moléculaire, c'est-à-dire le type et la répartition des variations au sein du gène, dans sa structure, les analyses de ségrégation et bien sûr les données informatiques sur la conservation nucléotidique, les prédictions d'épissage et les prédictions faux sens. Donc, tous ces critères sont évalués pour la variation en question et l'on peut classer le variant en pathogène, probablement pathogène,
en VUS, c'est-à-dire en variant de signification inconnue, ou alors variation probablement bénigne ou bénigne. Alors, vous voyez que ces critères sont parfaitement définis. Il existe 16 critères qui vont être pondérés en faveur d'une pathogénicité. Je ne vais pas les lister, mais ça comprend la nature de la protéine, sa localisation, l'étude de coségrégation. Il existe aussi 12 critères pondérés également en faveur d'un caractère bénin. Donc, dans cette publication initiale, on a une table qui récapitule la pondération de ces différents critères, et vous retrouvez ici les 28 critères répartis, soit en faveur de la bénignité, soit en faveur de la pathogénicité. Mais ce n'est pas tout. Il faut ensuite, pour pouvoir conclure, combiner ces différents critères. Il existe donc 18 combinaisons qui permettent de conclure un classement différent d'une variation de signification inconnue. Et ce qui est intéressant à noter, c'est la probabilité de pathogénicité une fois que ce variant a été classé. Lorsqu'on dit qu'il est pathogénique, en suivant ces critères, il le sera dans plus de 99% des cas. Probablement pathogénique, c'est supérieur à 90% des cas. Bénigne, moins d'une chance sur 100 d'avoir effectivement un variant pathogène, si on l'a classé dans cette catégorie, et pour un LFI bénigne, moins de 10%. Donc, vous voyez effectivement que cette classification va générer un grand nombre finalement de VUS, mais avec une probabilité qui va de 10 à 90% de pathogénicité. Donc, je voulais vous présenter ces critères parce qu'ils sont utilisés de plus en plus par la majorité des laboratoires. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui est complexe et qui a ses limites. Beaucoup de variants sont classés de signification inconnue. Finalement, peu de critères sont absolus. Il existe bien sûr des probabilités associées à tel ou tel critère et des exceptions. Les données ne sont pas toujours accessibles, l'ensemble des données sur un variant. Et un des problèmes de cette classification, c'est qu'elle se veut universelle pour classer tous les variants de n'importe quel gène du génome. Par exemple, une mutation qui, pour les lipidologues, ne fait aucun doute, cette mutation de l'ApoB, eh bien, dans la base de données ClinVar, l'interprétation reste conflictuelle, et les critères ACMG, selon la base de données VARSOM, prédisaient en août une signification incertaine. Alors, pour tout à fait exact, j'ai interrogé récemment VARSOM, et à ce moment-là, j'ai constaté que le classement de ce variant avait évolué, qu'il était maintenant considéré comme likely pathogénique, mais croyez-moi, c'est absolument un variant absolument pathogène. La difficulté de classement est due sans doute à sa prévalence très importante. Donc, plusieurs sociétés savantes ont essayé d'affiner, d'améliorer les critères ACMG, et en particulier un panel d'experts au sein de l'association ClinGen ont adapté les critères ACMG aux variations du LDLR. Donc, travail qui a été fait par un grand nombre d'experts internationaux, dont Alain Carrier pour la France, qui ont revu les seuils de prévalence donc, pour déterminer la pathogénicité d'un variant du LDLR, ont aussi affiné, précisé les conditions d'application du critère PSV1 et ont défini des critères spécifiques pour les tests fonctionnels, les études de coségrégation et aussi mieux défini les seuils de significativité des prédictions in silico. Donc, ça reste complexe, ça reste effectivement quelque chose qui permet d'apporter un jugement sur un type de variant, mais c'est quelque chose qui nécessite d'être effectivement toujours amélioré et optimisé pour un gène donné. Effectivement, les données de NGS ont aussi généré un certain nombre de variants dits polygéniques, qu'on appelle aussi allèles à risque.
Alors, il faut bien distinguer ces variants de ceux dont j'ai parlé jusqu'à présent, qui étaient associés à des formes monogéniques, donc à des maladies mendéliennes. Sachez qu'une autre limite des critères ACMG, c'est qu'ils ne s'appliquent pas aux variants impliqués dans ces maladies polygéniques. Ces variants qui ont été découverts à l'échelle populationnelle par des études d'association de milliers de génomes séquencés avec un trait phénotypique. Et bien entendu, l'impact d'un seul de ces variants est très faible par rapport à l'impact d'un variant pathogène responsable d'une forme monogénique. Pour illustrer cette notion de variant polygénique, j'ai pris les variants de l'ApoE qui déterminent les isoformes ApoE2, ApoE3 et ApoE4. Et vous voyez que pour ClinVar, soit c'est un variant d'interprétation complexe, soit c'est un variant qui est impliqué dans la réponse à un traitement. Pour Varsom, ces deux variants sont classés bénins ou laclybéniques. Et une des explications, c'est effectivement la prévalence importante de ces variants dans la population générale. Donc, néanmoins, ces isoformes communes de l'ApoE sont responsables de la variabilité totale du LDLC dans la population et représentent de 1 à 8% de cette variabilité. Par ailleurs, les études de jumeaux ont montré que les facteurs génétiques étaient responsables d'environ 50% de la variabilité interindividuelle du taux de LDL cholestérol, et l'ApoE serait responsable à elle seule de 5 à 10% de cette variabilité. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un score polygénique? Donc là, on va s'adresser à ce qu'on appelle des SNP, c'est-à-dire des substitutions nucléotidiques localisées dans diverses régions du génome. Donc, il s'agit d'une variation qui concerne un nucléotide où l'on a un allèle le plus fréquent et un allèle mineur. Si l'on étudie à l'échelle populationnelle, comme je vous le disais, par des études de GWAS, on va remarquer qu'un des allèles est associé dans la population à une élévation du LDL cholestérol. Mais pour la mettre en évidence, il faut effectivement des cohortes très importantes. Donc, vous voyez dans ce tableau qu'il existe 12 SNP qui sont associés, lorsque l'allèle est indiqué par une astérisque, à une augmentation du LDL cholestérol. Et le génotypage de ces 12 SNP permet de calculer un score d'hyper-LDLémie polygénique. Les mêmes SNP vont être utilisés pour calculer un score polygénique d'hypo-LDLémie, tout simplement lorsque les allèles qui n'ont pas d'astérisque vont être associés, présents chez ce patient, et ces allèles sont associés à un taux de cholestérol plus bas et donc à un score plus faible. Donc, le génotypage permet de calculer un score qui va être associé finalement à l'effet de CSNP sur un taux de LDL cholestérol. Comme vous l'a dit Sybille, il existe aussi des scores polygéniques associés aux variations de la triglycéridémie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour observer un phénotype, un effet sur le taux de LDL cholestérol, il faut l'addition de nombreux variants, de plusieurs variants, qui vont conduire à la dyslipidémie, à l'apparition de cette modification du taux de lipides plasmatiques. Donc, je reprends un petit peu pour résumer et un petit peu mettre le doigt sur la difficulté que l'on a lorsqu'on doit classer des variants sur en fait le continuum qui existe au niveau de ces variations génétiques entre celles qui vont être à l'origine et expliquer à elles seules une forme monogénique. C'est un peu le schéma qu'a montré Sybille pour les formes sévères d'hypertriglycéridémie, et des variations génétiques qui, elles, vont expliquer des formes multifactorielles ou polygéniques. Mais en réalité, on va pouvoir classer ces variants tout au long de cette échelle, ce continuum. Vous l'avez compris, on parlait de mutation pour les variations qui étaient associées à une maladie monogénique et plus de polymorphisme pour les variations associées aux formes multifactorielles. Et bien entendu, interviennent aussi à ce niveau-là des facteurs environnementaux.
Une autre représentation donc de cette diversité d'effets des variants que l'on peut mettre en évidence par séquençage. Vous avez à gauche les taux de LDL cholestérol avec une superposition des phénotypes cliniques entre l'hypercholestérolémie multifactorielle commune et les formes hétérozygotes d'hypercholestérolémie familiale, et un chevauchement aussi entre ces formes hétérozygotes et les formes homozygotes d'hypercholestérolémie familiale. Chevauchement aussi des causes moléculaires, des variants génétiques qui sont trouvés, avec des variants homozygotes pour expliquer les formes homozygotes, mais des variants aussi à l'état hétérozygote qui donnent des formes très sévères, et des variants qui ont un effet moins sévère, et l'association de plusieurs SNP augmentant le LDL-C et les formes polygéniques que vous voyez en bas de ce schéma. Donc à tout ceci s'ajoutent les variations génétiques que l'on ne détecte pas forcément, le background génétique, et cette élévation du cholestérol LDL est corrélée au risque de maladie cardiovasculaire. Pour finir, il arrive effectivement que l'on découvre des variants qui n'ont jamais été rapportés, et là finalement, on ne va pouvoir utiliser que des critères ACMG pour essayer de les classer. Et là, j'ai méfiance, le message que je veux faire passer aujourd'hui, puisqu'on va finalement, pour ces variants jamais rapportés, s'appuyer uniquement sur les critères statistiques, ces critères ACMG, la localisation dans un domaine fonctionnel bien caractérisé, la nature de la variation par rapport à l'épidémiologie moléculaire du gène, et des arguments qui, lorsqu'on est en présence d'un variant missense, si on est dans une région hotspot, c'est-à-dire une région du gène où on a trouvé beaucoup de variations missense pathogéniques, c'est vrai que c'est un argument en faveur de la pathogénicité de ce nouveau variant faux sens, mais ce n'est pas un critère absolu. Et attention, ces critères fonctionnels que l'on va pouvoir déterminer par l'utilisation de logiciels de prédiction, ce sont des conditions in silico, et il faut bien sûr relativiser ces résultats par rapport à ce qui se passe in vivo, dans l'organisme et dans la cellule, où vous le savez, les concentrations en molécules sont extrêmement importantes, beaucoup plus importantes que dans un tube à essai. Donc, toute cette discussion, tout ce travail de classification des variants, un travail, donc vous l'avez compris, qui peut être complexe et chronophage, doit être rapporté dans un compte-rendu, et bien entendu, un compte-rendu qui doit être utilisable par le clinicien. Il est recommandé de rappeler l'indication en tête de ce compte-rendu, les méthodes d'analyse et les limites de cette méthode d'analyse, pertinent effectivement surtout lorsqu'un résultat est négatif. Il faut donner le résultat nucléotidique, puisqu'on a séquencé l'ADN, préciser la déduction protéique, mais là encore, c'est une déduction théorique, puisque nous n'avons pas séquencé la protéine. Et très important, le compte-rendu doit comprendre l'interprétation. Il est recommandé de préciser les critères qui ont permis de qualifier ce variant et de préciser dans la conclusion si l'on considère qu'il est pathogène, probablement pathogène, de signification inconnue, probablement bénin ou bénin. Donc, le compte-rendu peut aussi s'accompagner de recommandations pour la prise en charge. Donc, c'est important qu'un compte-rendu ne soit pas trop long, que l'on soit noyé par les informations. Il faut que la conclusion apparaisse clairement, que les principaux critères qui ont conduit à l'interprétation du variant apparaissent. C'est important pour que le clinicien puisse prendre en charge correctement son patient. Et c'est important aussi pour le laboratoire qui devra assurer le dépistage familial si une mutation a été qualifiée de pathogène ou probablement pathogène, puisque il sera donc possible de faire le dépistage familial en ciblant la mutation qui doit être parfaitement rapportée dans le compte-rendu. Je ne sais pas si j'ai été trop long, mais je voulais juste conclure
Maintenant, en rappelant que, comme en médecine, hein, pour le clinicien, au laboratoire, le biologiste moléculaire est confronté aussi, dans sa pratique, à une lutte un petit peu pour préserver son jugement pratique face à l'arrivée de tous ces algorithmes et de toute cette bioinformatique. Donc, le jugement pratique qui doit mettre en parallèle effectivement la connaissance et la raison, la science et l'expérience importante, le général et le particulier. Donc, tout ça pour arriver à la meilleure conclusion dans notre compte-rendu. Et une petite remarque, pardon, dans l'article Princeps de la CMG, il est bien sûr rappelé que tous ces critères ne sont pas exclusifs d'autres informations et que c'est au généticien moléculaire d'utiliser son propre jugement pour conclure sur la pathogénicité ou non d'un variant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc effectivement, on a été tous un petit peu trop longs là, donc c'est pas dramatique. Il nous reste un petit peu de temps pour 4 petites réponses, 4 petites questions pour chacun de nos intervenants. Donc je vois que Eddy lève la main. Eddy, tu as une question? Rapidement, s'il vous plaît, parce que Eddy. Alors, je vais lire ce qu'il a écrit dans le chat. Tu as évoqué l'intérêt du dépistage familial des hyperchylomicronémies, mais finalement, l'intérêt n'est-il pas en particulier chez les femmes jeunes en âge de procréer au vu du sur-risque d'une décompensation durant la grossesse? Oui, c'est pour Sybille. Je vais répondre. Alors, effectivement, hein, dans les familles des patientes ou patientes qui ont une forme génétique avec des mutations homozygotes de la lipoprotéine lipase, il y a un risque de transmission à l'état hétérozygote aux apparentés de premier degré, aux enfants, par exemple. Et c'est vrai qu'on va beaucoup cibler les filles, puisque les porteuses hétérozygotes de la lipoprotéine lipase peuvent facilement décompenser sous la contraception œstrogestative et pendant les grossesses. Donc, c'est vrai que c'est on va dire, une cible prioritaire, mais quand on fait une enquête familiale chez les enfants, en général, si les parents sont d'accord, on va la réaliser chez tous. Et un garçon porteur d'une mutation hétérozygote de la lipoprotéine lipase aura plus de risque de présenter une hypertriglycéridémie modérée à sévère à l'âge adulte s'il est obèse, s'il a une mauvaise alimentation, etc., ou des pathologies associées. Donc, c'est aussi utile quand même pour les hommes. Merci. Alors, il y a une autre question qui, je pense, va être plutôt pour Marianne, là. Est-il justifié d'analyser les gènes ABCG5, ABCG8 ou LIPA quand il y a suspicion de FH sans variant pathogène identifié dans les gènes classiques de la FH? Oui, au fait, ça va dépendre un tout petit peu aussi du phénotype et de l'histoire familiale. Ouais. Enfin, dans tous les cas, si c'est par NGS, ça va sortir dans tous les cas. Oui. Oui, Marianne, si je peux juste préciser, en pratique, effectivement, très souvent, ces gènes ABCG5, ABCG8 sont présents dans le panel que l'on va faire de première intention, que l'on ne va pas forcément analyser en première intention, mais effectivement, si c'est négatif, et si en plus, parallèlement, cliniquement, on peut accéder à un dosage des phytostérols, il est effectivement possible d'analyser et de rendre un résultat pour les gènes ABCG5 et G8. Tout à fait. Merci. Et alors, il y a une question qui me semble aussi très intéressante. Est-ce qu'on recommanderait de communiquer des variants pathogènes qui sont associés à l'inverse de la maladie soupçonnée? Exemple, variant perte de fonction de PCSK9 si suspicion de FH. Noël ou Marianne, ou Jean-Pierre, qui est-ce qui... Alors, par prudence, je dirais attention que effectivement ce résultat soit pas mal interprété. Si l'indication c'est une hyper-LDLémie, effectivement, il faut d'abord conclure qu'on n'a pas trouvé de variant associé à une forme familiale d'hypercholestérolémie. En remarque, on peut peut-être effectivement préciser que l'on a trouvé effectivement un variant, on va dire, protecteur ou qui a été associé à une hypocholestérolémie au niveau d'études populationnelles, mais il ne faudrait pas que ce résultat soit mal interprété. On a éliminé
une forme monogénique d'hypercholestérolémie, en tout cas avec la technique utilisée, et on a trouvé un variant qui avait l'effet inverse, mais là encore, hein, un impact beaucoup moindre qu'une variation monogénique. Merci Jean-Pierre. Et alors j'ai une autre question sur le rôle physiologique de l'ApoA5. Alors, je remercie Vincent Durla pour cette question piège. Je le reconnais bien, son esprit taquin. On avait décrit avec Vincent Durla des familles présentant des mutations de l'ApoA5, donc il connaît bien le sujet. Et malheureusement, bien que ça fasse 20 ans que ce gène ait été identifié, et on n'a pas encore l'exactitude, dirais, de sa fonctionnalité. Ce qu'on avait mis en évidence il y a 20 ans, c'est que c'est clairement un acteur très important de ce qu'on appelle la plateforme lipolytique, c'est-à-dire l'ensemble des constituants qui sont à la surface endothéliale avec la lipoprotéine lipase, les lipoprotéines riches en triglycérides, les différents cofacteurs. Et l'ApoA5 joue un rôle, en fait, finalement, dans l'assemblage de ces différents composants. Il y a une interaction, on le sait maintenant, entre l'ApoA5 et GPI-HBP1, cette nouvelle protéine identifiée comme finalement transporteuse et comme étant la vraie finalement protéine qui porte la lipoprotéine lipase à la surface endothéliale. Alors initialement dans les familles, on pensait que son rôle était essentiellement sur la lipolyse, et en fait il y a désormais des arguments pour penser que l'ApoA5 joue aussi sur l'assemblage intrahépatique des lipoprotéines riches en triglycérides et sur la recapture. Mais après voilà, la part respective de ces différentes fonctions est encore pas très claire. Et ce qui est curieux, c'est que c'est une protéine finalement qui circule à très très faible concentration et qui a un rôle quand même physiologique important. Donc il y a encore voilà, je dirais des choses qui ne sont pas bien connues dans le rôle de cette protéine. Merci beaucoup Sybille. Moi j'avais aussi une question sur le LDL bas. On a vu que le LDL bas, Noël, tu nous as expliqué qu'il pouvait être souvent asymptomatique. Associés à des formes asymptomatiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour ces patients? Est-ce qu'on leur prescrit quand même un test génétique? Alors, je pense qu'il faut faire un peu étape par étape. La question, c'est est-ce qu'on est sur une forme familiale d'hypocholestérolémie? Donc déjà, reprendre l'interrogatoire, voir est-ce qu'on a un historique durant la petite enfance évocatrice de malabsorption, parce que des fois, ça peut avoir été... Nous, on a eu des diagnostics qui ont été rattrapés sur la fratrie ultérieure d'enfants qui avaient des allergies aux protéines du lait de vache, par exemple, qui du coup recevaient des hydrolysats dans lesquels il y a des triglycérides à chaîne moyenne, et on traitait des hypocols comme si c'était autre chose. Donc, vérifier l'interrogatoire. On peut faire un bilan si on se pose une question simple, regarder la vitamine E, est-ce qu'elle est basse ou pas, qui est un bon marqueur de malabsorption lipidique. Et puis après, aller à la génétique, oui, tout à fait, je pense. Hein. Avec l'idée quand même que dans les formes hétérozygotes d'hypo-bêta, donc l'ApoB muté, ils sont généralement asymptomatiques, mais il y a un risque, comme l'a montré Mathilde Philippot, il y a un risque hépatique, en fait, qui nécessite quand même une surveillance derrière en cas d'agression supplémentaire de, je ne sais pas, une chimiothérapie, un syndrome métabolique sévère, etc., qui peuvent quand même, du coup, conduire à des troubles hépatiques qui peuvent être sévères. Voilà. Merci beaucoup Noël. Et je pense qu'on va terminer avec une question de la réunion de Gilles Lambert. Combien de patients diagnostiqués A-bêta, hypo-bêta en France, homozygotes? Est-ce qu'on a une idée, quelqu'un a une idée à peu près des chiffres? Il faudrait qu'on fasse un tour un peu précis, mais on doit être, je sais pas, moi je dirais en tout, si on prend les hypocols des différents centres, on doit être entre 50 et 100 patients, je pense. C'est dit, Sybille? On ne t'entend pas? Micro, Sybille. Au micro. Ah, elle a perdu le chemin du micro. Hop, ça c'était la caméra. Oui, excusez-moi, je suis désolée. Oui, je pense que Noël a raison, c'est une pathologie très rare. Hein, donc, voilà, si on est à 1 sur 1 million, ça fait un peu plus de 60 cas en France, quoi. Alors, pour les A-bêta, c'est 1 sur 1 million, mais pour les hypos, par exemple, hétérozygotes, c'est beaucoup plus fréquent. Non, mais je parle des formes sévères. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Les formes hétérozygotes. Non, je pense autour d'une centaine, sûrement, si on prend toutes les hypocols regroupées sévères.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous pour vos présentations. Donc, on avait prévu avec Jean-Pierre une petite vidéo synthétique sur l'interprétation des variants que vous pourrez retrouver sur le site de la NSFA, que je vais vous mettre en diffusion là pour ceux qui veulent rester encore. Ça dure 4 minutes, mais ceux qui sont vraiment pressés, vous inquiétez pas, vous pourrez la retrouver sur le site de la NSFA, comme vous allez pouvoir retrouver ce webinaire qui a été enregistré. Donc, je vais vous la passer. Je vous dis aussi merci à tous pour votre participation.